Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce plateau de 5 sur 5 médias, Nicolas Panda à votre service et je vous retrouve sur ce plateau pour parler immobilier. Je suis agent à Avery S. Realtors à Rockville dans la région métropolitaine de Washington et je suis là pour notre émission du web que nous passons de façon hebdomadaire maintenant, Parlons Immobilier. Alors, la semaine passée, nous avons commencé le sujet de l'investissement immobilier. Et bien, cette semaine, nous allons continuer justement sur la même lancée. Et nous allons bien sûr discuter du financement de l'investissement. Nous allons discuter de ce qu'ils appellent le property management. Mais avant cela, je vais répondre à une question parce que j'ai reçu une question venant d'une jeune dame qui m'a posé la question de savoir justement, au moment où vous allez justement, vous voulez acheter une propriété dans le cadre de l'investissement et que vous allez à la banque, est-ce que les critères de qualification sont les mêmes que quand vous allez justement pour demander un prêt hypothécaire pour une résidence, pour une propriété à usage résidentiel? Bon, quand vous y allez comme investisseur, là maintenant je suis en train de répondre à la question. Vous pouvez y aller sur deux options. Soit vous allez en tant que personne physique, c'est-à-dire que bon, vous irez demander le prêt en tant que personne physique. Et quand je dis personne physique, c'est-à-dire une personne qui est en chair et en os, comme vous et moi, marchant sur ses deux pieds et se dirigeant à une banque pour demander un prêt hypothécaire. Il y a la seconde option qui serait une personne morale. La personne morale, c'est quoi? Le LLC, c'est une personne morale. Vous avez les corporations, corporations, ce sont des personnes morales. C'est-à-dire que bon, c'est-à-dire que le pouvoir d'exécution des contrats et tout que la personne morale fait bien sûr sous tutelle, bien sûr, il y a une personne physique qui a des sièges et tout, mais elle a les mêmes elle a les mêmes fonctions que ce que ferait une personne morale seulement. C'est une société, donc la société est là, elle vit, elle a un tax ID parce qu'elle paye des impôts aussi et elle est là, elle exécute le contrat comme, bien sûr pas comme une personne physique parce que c'est une société, mais légalement justement elle a tous les pouvoirs. Donc vous allez à la banque comme personne physique par exemple et vous dites bon, je suis investisseur, je veux demander un prêt. Condition numéro 1, bien sûr, vous allez à une banque, ou un credit union. Ils vont vous demander des facteurs qui sont, bien sûr, ils vont demander des facteurs qui sont différents justement de ce qu'on vous demanderait si c'était une résidence, si c'était un prêt à usage résidentiel. Donc, vous devrez avoir, premièrement, on va revenir au problème traditionnel, le crédit. Votre crédit doit être d'au moins 680 points par rapport aux 850 que Equifax demande. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, étant donné que le prêt pour lequel vous venez à la banque est dans le cas d'un investissement, le banquier voudra voir un business plan. Vous devez avoir un business plan. C'est-à-dire que bon, vous venez, vous écoutez, j'ai ça, vous avez tout un dossier préparé bien sûr. Ça, c'est la propriété ou l'immeuble que je veux acheter. Elle est située à tel endroit, il est situé à tel endroit et ce sera pour tel usage. Ça peut être pour les locataires ou bien pour un commercial center, pour n'importe quoi. Ça peut être n'importe quel, tant que c'est lié justement à un usage immobilier. Vous devez présenter tout cela, vous devez aller point par point et expliquer justement ce que vous comptez faire. C'est-à-dire que bon, si le banquier vérifie votre business plan, parce que vous devez avoir un business plan, vous devez avoir un marketing plan, parce qu'ils doivent s'assurer que bon, leur argent, vous allez le repayer, parce qu'on ne va pas vous prêter de l'argent pour aller investir dans un coin, en plein milieu d'un cimetière, où vous n'aurez pas de locataires, et vous n'aurez pas de revenus, et eux, ils perdent leur argent. Parce que bon, la raison pour laquelle ils vous prêtent l'argent,
c'est que vous repayez avec les intérêts, c'est comme ça qu'ils vivent, vous savez, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Donc vous venez, ils vérifient votre business plan, ils vérifient que bon, le crédit, ça peut aller, mais bon, la nature du business, et ça c'est pas seulement pour l'immobilier, ça peut être, c'est pour n'importe quel genre d'investissement que vous comptez faire, est un peu douteux et qui laisse à désirer. Ils peuvent vous refuser, ils peuvent ne pas vous donner justement le prêt dont vous avez besoin et tout. Donc avant d'aller à la banque, si vous savez que votre crédit est plus ou moins bon et tout, souvenez-vous, si vous avez des doutes, revoyez l'émission précédente. Vous faites vos recherches et vous avez tout, c'est-à-dire vous avez tous les éléments de la propriété qui vous intéressent. Et vous le présentez à la banque justement avec votre business plan et votre marketing plan. Parce qu'ils veulent bien savoir que bon, au moment où vous prenez de l'argent, vous allez investir, vous allez advertise. Et eux pourront récupérer votre argent, vous pourrez récupérer votre argent, vous faire des bénéfices, mais eux aussi pourront récupérer leur argent. Bon, dans le cadre justement d'une, si vous allez dans le cas d'un LLC, donc si vous allez en tant que personne morale, vous devez avoir votre document d'impôt, de taxe, donc votre tax ID, qui est l'équivalent, donc ils appellent ça le EIN, donc qui est l'équivalent du Social Security, vous devez l'avoir. Vous devez avoir vos documents de corporation, donc ce qui prouve que justement vous êtes responsable de cette corporation, de l'entité pour laquelle, qui applique justement pour le prêt hypothécaire. Et ils veulent s'assurer que bon, vous êtes sérieux dans vos chiffres parce que vous devrez présenter vos relevés bancaires, les relevés bancaires relatifs à la corporation. Pas les vôtres, hein, parce que quand vous allez demander pour vous-même, vous allez pour vous-même. C'est-à-dire que bon, je m'appelle Monsieur X ou Madame Y, je vais à la banque, je demande le prêt pour un investissement en mon nom de Madame Y. Mais au moment où vous allez au nom de la corporation, vous devez avoir les documents de la corporation, vous devez avoir un relevé bancaire de la corporation, vous devez avoir un EIN, donc le tax ID de la corporation, et vous devez appliquer. Mais bien que c'est de la corporation, on devra quand même vérifier votre crédit parce que vous allez, la corporation, elle n'a pas, elle n'a pas de cerveau. Vous savez, j'allais dire quelque chose, mais ça n'aurait pas été quelque chose de très bien. C'est une entité fictive, donc c'est une personne fictive, une personne morale qui va exécuter bien sûr des contrats et qui existe, mais qui n'est pas une personne. Bien que ce soit une personne, c'est une personne morale. Est-ce que quelqu'un peut voir son moral quelque part? Non. Non, c'est une personne qui exécute et qui va bien sûr procéder à l'achat de la propriété justement basée sur les informations et les entités que vous lui accordez. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc pour le cas justement du LLC ou bien de la corporation, quand vous voulez acheter des choses et tout, on va quand même revoir votre crédit à vous qui êtes le propriétaire de l'entité qui applique pour le prêt hypothécaire. Donc dans either way, votre crédit doit être de 680, il doit être de plus ou moins bon. Et une fois que la corporation a fait ses preuves, à ce moment-là, bon, le EIN peut être utilisé et à ce moment-là, bon, on voit que l'historique est satisfaisant et la banque peut accorder le prêt. Mais que ce soit de la personne physique ou bien de la personne morale, vous devez avoir votre business plan, vous devez avoir votre marketing plan, vous devez prouver à la banque que le prêt que vous êtes en train de contracter auprès d'elle vaut le risque. Parce que si vous n'avez pas d'argument solide, la banque ne vous accordera pas de prêt. Bon, au moment où elle accorde les prêts, quand il s'agit pour un bien immobilier hypothécaire, la banque ne va pas vous donner un FHA comme c'est avec les prêts à titre résidentiel. Elle va vous donner un financement qui va jusqu'à 15 ans. C'est un investissement, ce n'est pas une résidence dans laquelle vous allez mourir un jour. Donc, on vous la donne à 15 ans. De nos jours, actuellement, là, nous sommes au début du mois d'août, les taux d'intérêt pour un taux d'intérêt fixe, si vous voulez prendre un prêt hypothécaire à titre d'investissement, le taux fixe, pour le moment, en tout cas, est à
6,75 ou 6,75, ça dépend, soit vous êtes belge ou bien soit vous êtes français, je m'en fiche complètement, moi de toute façon je dirais ce que je veux dire. Et si c'était à titre ajustable, donc adjustment rate, voilà, ça va encore venir ce truc-là. Si vous voulez un taux d'intérêt à titre qui est ajustable chaque année, là vous aurez un taux de 5,75. Ah non, là je me suis trompée, c'était 6,25 pour le taux fixe et 5,75 pour celui qui peut être revu et qui est ajustable. Donc ça, c'est pour la question justement du taux, c'est-à-dire que le cas de financement de l'investissement immobilier, si vous allez sur la base traditionnelle, donc le point 1 c'était le cash, rien à dire dessus, vous avez votre cash, vous y allez, poum, vous lancez, vous achetez, puis après vous revenez. Mais vous devez quand même faire votre recherche pour être sûr que votre cash ne va pas aller à la poubelle. Là, on en est là. Alors, il y a ce qu'on appelle le seller carry back. Le seller carry back, c'est-à-dire c'est une maison dont le propriétaire ne veut plus, mais il doit encore de l'argent dessus. Donc, il doit, disons, sur les 100% de prêts qu'il avait, il a déjà payé, disons, 60%. Il reste 40% de dette à payer sur la maison. Il veut s'en débarrasser, il n'en veut plus. Vous venez, vous êtes l'acquéreur, vous êtes intéressé par la propriété, vous voulez l'investir. Ce que vous faites, vous payez les 40% de ce qui reste de la dette, mais vous les payez en cash. Donc, c'est ce qu'ils appellent le seller carry back. Vous le payez en cash et à ce moment-là, le titre de propriété est transféré. Donc, l'avantage peut-être pour l'acquéreur, pour celui qui achète, c'est que bon, il n'y a pas de down payment, il n'y a pas trop de travail et tout, mais avant de faire ce genre de transaction-là et tout, vous devez vous assurer que le titre de propriété est clear. Parce que s'il a des pimpins sur son titre de propriété, vous allez hériter les pimpins, parce qu'au moment où le titre de propriété a été transféré et tout, s'il y avait des liens fiscaux dessus ou bien des liens, des mechanical liens, donc un contracteur qui n'avait pas payé, qui a porté plainte et qui a mis un lien sur sa propriété, mais vous allez encaisser le tout parce qu'à ce moment-là, le titre vous a été transféré et vous devenez propriétaire de la propriété avec toutes les méchantes choses, et encore je retiens mon vocabulaire, qui viennent avec la maison. Ça, c'est le seller carry back. Donc, j'ai parlé du cash, j'ai parlé de l'approche traditionnelle, j'ai parlé du seller carry back. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent le subject to. Le subject to, c'est-à-dire que bon, quelqu'un veut liquider sa maison. Et ce que vous, en tant qu'acquéreur, ce que vous venez faire, vous continuez la dette. Donc, vous continuez à payer le paiement. C'est-à-dire que vous allez, bien sûr, vous allez obtenir le titre de propriété de la maison, mais la dette, elle reste au nom de ce monsieur-là que vous allez continuer à payer. Donc, donc, comme ça, si vous avez le titre de propriété, ça évite à l'ancien propriétaire là, de vous faire un sale coup. Mais encore, vous devez vérifier s'il n'avait pas pris un second loan sur sa propriété ou s'il n'y a pas d'autres problèmes liés justement au titre de propriété. Bien sûr, le seller carry back et le subject to sont des approches quand même assez risquées, mais ça vaut la peine parce que bon, vous pouvez toujours l'essayer, bien sûr, en lisant. Vous vous souvenez, je vous ai dit la semaine passée, quand vous commencez à investir, vous devez lire beaucoup. Si vous êtes allergique à la lecture, ne vous aventurez même pas parce que ça ne vaudra pas la peine. Les choses changent du jour au lendemain. Si vous voulez être au courant de ce que sont les taux d'intérêt aujourd'hui les plus avantageux, vous devez lire. Vous devez vous informer, bien sûr. Si vous voulez savoir quelles sont les tendances du marché dans le quartier dans lequel vous comptez acheter votre propriétaire, vous devez vous informer, vous devez lire. Les journaux sont là, l'Internet est là. Si vous êtes allergique à la lecture, laissez tomber. Ne vous aventurez même pas dans l'investissement. Et ça, c'est l'investissement tout court. Donc, ça n'a pas besoin d'être immobilier ou bien quoi que ce soit et tout. Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas vous instruire, vous êtes allergique à tout ce qui est livre, lecture et tout. Faites vos clics et vos claques, allez faire autre chose. Parce que vous allez tout droit, vous irez vraiment tout droit dans un ravin, ça ne servira absolument à rien du tout. Alors, il y a un point que je vais quand même soulever. Et ça, c'est toujours pour répondre à la dame. N'allez pas à la banque et dire que bon, vous allez prendre un prêt pour une propriété à titre résidentiel
et que vous allez tourner après en investissement. Parce que vous voyez, quand vous y allez, si bon, il y a deux scénarios. Vous allez avec un conventional loan, on vous donne un conventional loan, où vous avez peut-être payé plus de 30% ou 40% de caution de down payment. Là, vos paiements seront réduits, bien sûr, ils seront peu. Et là, vous pouvez considérer, parce que vous avez déjà assez d'équité pour avoir payé 40% de caution sur la maison. Là, bien sûr, vous mettez ce que vous avez, donc ce qui est appelé comme le loyer, vous incluez vos taux d'association communautaire, donc les HOA ou bien condo fees, vous ajoutez les taxes de propriété qui sont là et votre marge de bénéfice. À supposer que, bon, dans le quartier dans lequel la propriété est, le taux de loyer, la moyenne du taux de loyer pour le genre de maison que vous mettez sur le marché est de 1 600 $. Donc, si vos paiements, après avoir payé les 40% de caution, sont à 1 200 $ par exemple, et que bon, l'assurance, vous mettez un peu d'assurance et tout, donc vous avez une petite marge de bénéfice, oui, pourquoi je voulais dire bénéfice? Vous voyez, j'ai encore failli m'embourber. Vous avez une marge de bénéfice, bien sûr, elle ne sera pas énorme, mais bon, considérant les avantages fiscaux que vous avez parce que la propriété vous appartient, vous pourrez toujours vous faire quelque chose. Et c'est toujours bon d'avoir une propriété. Ça, ce que je viens de dire, c'est dans le cas du prêt conventionnel. Donc, si vous allez prendre pour un loan, un prêt hypothécaire, un conventional loan, un résidentiel, avec par exemple 30-40% de down payment, c'est bon, vous pouvez considérer la location, vous allez récupérer de l'argent dessus et vous allez gagner peut-être pas grand-chose, mais quelque chose dessus. Mais n'allez jamais à la banque prendre un FHA où vous payez 3,5% de down payment, où vos paiements sont assez élevés parce que, premièrement, la raison pour laquelle vous avez pris le FHA, c'est parce que bon, votre crédit n'était pas assez bon. Et que bon, vous ne gagnez pas autant d'argent que certaines autres personnes, on vous qualifie pour le FHA, vos paiements sont déjà élevés. C'est-à-dire que bon, la personne qui a payé pour un conventional, qui a mis 40% down et qui paye ses 1 200 $, vous, avec votre FHA, vous allez vous retrouver peut-être avec 1 500, 1 600 $ de paiement. Bon, maintenant, dites-moi, quand vous prenez une maison que vous voulez mettre sur la location, est-ce que vous voulez la louer à perte? Non. Parce que quand vous allez mettre la maison en location, et vous vous souvenez de l'émission de la semaine passée, vous devez calculer votre rentabilité justement sur l'investissement que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous faites louer, c'est un investissement. Vous devez vous assurer que bon, ce que votre locataire va payer mensuellement couvre votre mortgage, il couvre vos condo ou home own association fees, il couvre vos taxes de propriété, et que vous avez une petite marge de bénéfice parce que vous n'allez quand même pas faire tout ça pour continuer à payer dessus. Mais au moment où votre mortgage est déjà à 1 600 $ et que cette maison-là, la maison que vous avez dans le marché, se loue à quelque chose comme 1 500 $ en moyenne, dites-moi, à quoi ça va servir? Est-ce que vous appelez ça? Je me demande si on devrait encore appeler ça investissement. Parce que là, vous travaillez à perte. C'est-à-dire parce que chaque mois, vous devez suppléer. Et à quoi servirait tout cela? Ce serait une bêtise. Vous allez prendre 2-3 propriétés dans ce genre-là et choses et tout, mais devinez qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez tout droit vers un foreclosure, vers la faillite, parce que vous ne pourrez jamais vous rattraper. Vous investissez pour gagner, vous n'investissez pas pour devoir commencer à compléter. La raison pour laquelle vous avez un FHA, c'est parce que vous n'avez pas assez de fonds, justement, pour être qualifié pour un conventional. Donc, n'allez jamais prendre un FHA à titre résidentiel et le transformer justement en investissement, parce que c'est travailler à perte, ça ne sert absolument à rien. Maintenant que nous avons fini de répondre aux questions, à la question qui m'a été posée sur le financement de l'investissement immobilier, nous allons continuer justement avec la marge de notre émission. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler du property management. Le property management, qu'est-ce que c'est que le property management? Vous voyez, la semaine passée, lorsque nous avons parlé de l'investissement immobilier, j'avais justement fait un appel aux gens qui ne sont pas aux États-Unis
en leur disant justement que c'était le meilleur moment, actuellement était un très bon moment justement pour investir dans le domaine de l'immobilier. Mais bien sûr, n'étant pas obligé d'être résident aux États-Unis ou bien de vivre ici ou bien d'avoir la nationalité et tout, vous n'auriez pas la possibilité, si vous possédez un immeuble ou une maison ou des propriétés sur place, de gérer ces propriétés sur place. Et lorsque nous parlons du property management, justement, c'est quelqu'un que vous allez engager, étant donné que vous serez absent. Je suis en train de définir le property manager, comme on le dit, donc celui qui va gérer votre propriété. C'est celui qui va gérer votre propriété pendant le moment où vous ne serez pas là. Mais la question à poser, justement, c'est qu'en tenant compte du type de propriété que vous avez, si vous êtes propriétaire d'une maison, disons un condo, un simple condo, donc un appartement, un duplex ou quelque chose de pas trop important, est-ce que vous aurez vraiment besoin d'un property manager? Ça, c'est justement ce que nous allons découvrir. Quelles sont les fonctions? Quels sont les devoirs? Donc, qu'est-ce que doit faire un property manager? Donc, quelqu'un justement qui va gérer votre propriété ou vos propriétés. En général, c'est beaucoup plus intéressant quand vous en avez plusieurs. Et quelles sont les tâches justement que ce property manager doit accomplir dans l'exercice de ses fonctions? Que fait un property manager quand vous n'êtes pas là? De toute façon, le property manager fait ce que vous auriez fait si vous étiez sur place pour gérer vos propriétés. Problème numéro 1, la tâche numéro 1, justement, ce n'est pas un problème. Contrairement à ce que je viens de dire. Il va rechercher des locataires. À supposer que ça fait un immeuble de 10 appartements, 10 condos. Il doit chercher des locataires. Il faut bien, parce que vous investissez justement dans la location, vous devez avoir des locataires, vous devez avoir des gens justement qui vous payent qui payent le loyer de vos propriétés afin que vous puissiez faire vos bénéfices. Si vous n'avez pas de locataire, à quoi ça vous sert justement d'acheter ce bel immeuble avec 10 appartements, 10 condos dedans et laisser moisir pour rien du tout? Ça ne sert absolument à rien. Donc vous avez besoin de locataires. Qu'est-ce que fait le property manager? Il doit collecter le loyer chaque mois. Qu'est-ce qu'il doit faire en plus? Il doit maintenir la propriété. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Il doit s'occuper, c'est-à-dire qu'au fond, la tâche de celui qui va gérer votre propriété, donc je ne vais même plus dire property manager, dépendra justement de ce que vous avez contre propriété. Et c'est à vous de savoir si vous avez besoin d'un gérant de propriété, donc c'est comme ça que je vais l'appeler en français, ou si vous n'en avez pas besoin. Si vous avez plus de 5 propriétés, je crois que ce serait nécessaire, surtout si vous n'êtes pas sur place, même si vous êtes sur place, que vous ayez un gérant de propriétaire, mais un gérant de propriété. Mais le problème justement, c'est de savoir sur quels critères vous allez l'engager. Dans certains États, dans certains États des États-Unis et tout, vous pouvez engager quelqu'un qui a un minimum de connaissances de comptabilité ou bien de business management, de vous faire ce travail-là et tout. Mais dans certains États, par exemple, comme, bon, là, je vais pas nommer l'État comme un État, parce que bon, là, on parle de Washington, D.C. À Washington, D.C., pour que quelqu'un soit property manager, il doit avoir une licence de property management. Parce qu'il doit être au courant des lois de gestion des propriétés dans Washington, D.C. S'il n'a pas c'est-à-dire qu'il doit prendre des cours, il doit passer un examen et il doit réussir l'examen. S'il n'a pas la licence, il ne peut pas gérer les propriétés. Bon, en fonction des propriétés que vous avez, si vous en avez 5, 10 ou 20, et que vous n'êtes pas en mesure de les gérer, parce que bon, c'est pas difficile, c'est pas facile à gérer, pas parce que vous n'avez pas le temps, si vous avez une dizaine de propriétés, mais il y a aussi le problème qui se pose. Il y a des gens, vous voyez, ils ont des biens, mais qu'ils sont incapables de gérer eux-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas de bons gestionnaires. Ils ne savent pas faire la part des choses entre ce qui sert comme business
et ce qui sert justement comme bien personnel. Et dans ce cas-là, si vous savez que vous n'avez pas ça en vous, vous n'êtes pas un bon gestionnaire, il est bon justement d'engager un gérant de propriété, donc un property manager. Le property manager, au cas où vous n'êtes pas là, parce que il va faire justement ce que vous feriez si vous étiez sur place, ou bien si vous étiez en mesure de gérer vos propriétés vous-même. Il y a bien sûr des facteurs qui se posent, c'est-à-dire que bon, vous avez des propriétés, il va les gérer et tout, vous devez le payer, comment vous allez déterminer son salaire, et il y a tout cela. D'ailleurs, une question m'a été posée il y a 2 semaines, je crois, où une personne voulait justement savoir quel est raisonnablement le salaire de quelqu'un qui gère vos propriétés. Vous savez, pour déterminer cela, il faut voir ce que vous avez. D'abord, si vous n'avez qu'une seule propriété, est-ce que vous avez besoin d'un gérant de propriété? Non, vous n'en avez pas besoin. Si vous en avez besoin, il s'avère que vous n'êtes pas un bon gestionnaire, bon, vous devez exactement déterminer ce qu'il faut. Mais si ce n'est qu'une seule propriété, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en engager un? Et est-ce que vous serez en mesure justement parce que vous êtes en train d'investir, vous en engagez un, c'est un salaire supplémentaire. Est-ce que vous êtes en mesure justement de payer, de confirmer justement le salaire de cette personne-là pour une période allant de 1 an, d'aller au moins d'1 année, parce que vous ne pouvez pas engager un property manager pour moins d'1 an. Ça vaut vraiment pas la peine de le faire et tout. Donc si vous en avez un, engagez-le et on va justement aller point par point et savoir justement quelles sont ses fonctions et ce que vous en pensez, parce que justement c'est à vous de savoir si vous voulez en engager un ou si vous ne voulez pas en engager un. Donc à part justement rechercher les locataires et la collection des loyers, qu'est-ce qu'il fait d'autre quand vous n'êtes pas sur place? Et vous savez que les property management peuvent être, excusez-moi de revenir en arrière un tout petit peu, ça peut être une personne physique comme ça peut être une personne morale. Parce qu'il y a des compagnies de property management, des compagnies bien établies qui ne font que ça. C'est-à-dire qui sont là pour gérer des propriétés, des immeubles, et qui ne vivent que de ça. Et elles ont des noms, excusez-moi, qui sont reconnus et qui le font. Par exemple, pour ceux qui sont en Virginie ou bien au Maryland, vous avez par exemple les Goodnomen. Ceux-là ne font rien d'autre, ils ne font que le property management. Vous avez First Residential, vous avez Armstrong Management, toutes ces compagnies justement qui managent, qui gèrent des propriétés. Mais justement, quand, en fonction des services que ces compagnies vont vous offrir, ou bien des individus, des individus que vous allez engager, c'est à partir des services qu'ils sont d'accord de faire que vous allez déterminer justement le salaire. Mais bon, mais quels sont ces services? Parce que ça ne se limite pas seulement à la limite, ça ne se limite pas seulement, j'allais dire seulement, non, pas j'allais dire, je l'ai dit seulement, c'est pas seulement, c'est seulement à la recherche des locataires et la collection des loyers, mais à déterminer le coût du loyer. C'est-à-dire que bon, le gérant de propriété, donc le property manager, détermine justement ce que vous devez payer, c'est-à-dire bien sûr vous avez un amortissement, vous avez un mortgage à payer sur les propriétés qui vous appartiennent. Vous savez exactement quelles sont les taxes de propriété que vous devez payer justement sur ces propriétés. Ça c'est valable pour un immeuble résidentiel ou un immeuble commercial. Ça ne change pas, la procédure est la même. Excusez-moi. Il va déterminer en fonction des dépenses relatives à la propriété le coût mensuel du loyer. Ça, c'est ce que le property manager doit faire. Donc, il doit effectivement faire tout un plan pour cela. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas que vous avez seulement quelqu'un qui vient, qui collecte vos chèques à la fin du mois, qui les dépose dans votre compte, et puis c'est parti. Si ce n'est que ça et chose et tout, le salaire est insignifiant. Mais on va aller justement avec les fonctions justement que le property, ce qu'on attend justement d'un gérant de propriété. Il a la fonction non seulement de s'assurer que toutes les propriétés sont louées, il doit s'assurer justement, il doit ajuster les loyers. Il doit vérifier les informations, c'est-à-dire que quand il doit prendre des locataires, il doit s'occuper du credit check de chacune des personnes qui appliquent pour
pour la location justement d'un de vos propriétés. Et vous voyez, quand vous le mettez déjà comme ça, c'est déjà beaucoup de choses que ce gérant-là doit faire et tout. Il doit trouver le locataire. Il doit s'assurer que c'est un bon locataire parce qu'il doit faire un credit check. Il doit vérifier toutes les informations financières de la personne et les informations de la personne en tant que personne pour assurer que bon, vous ne tombez pas sur un serial killer qui va vous louer justement vos appartements et qui va justement passer son temps à commettre des crimes dans vos propriétés et dans lequel vous allez vous retrouver avec des problèmes sérieux à la fin. Et c'est la responsabilité du gérant, de celui qui gère la propriété, le property manager, de terminer tout ça. C'est-à-dire que soit il doit faire un background check et il doit faire un credit check pour s'assurer que bon, la personne est financièrement stable, elle est en mesure de payer son loyer mensuel de façon continue sans interruption. Le property manager, qu'est-ce qu'il doit faire d'autre? Il doit établir le contrat de bail, donc le lease. C'est lui qui le détermine, c'est lui qui l'écrit et c'est lui qui s'assure que bon, les termes du contrat de bail sont respectés et sont justement adaptés aux conditions et aux lois qui gèrent justement la location des immeubles immobiliers. C'est le property manager qui va déterminer justement la caution à payer. C'est-à-dire que bon, il a quelqu'un se présente et veut louer un de vos immeubles. Il fait le credit check. Il s'avère que bon, la personne n'a pas assez de credit history ou que la personne a un peu trop de... Donc financièrement, la personne est un peu à la limite de l'acceptable. C'est au property manager justement de déterminer, écoutez, bon, ça c'est une personne à risque, je veux bien donner la maison à la personne, mais la caution va augmenter. C'est-à-dire que vous vous retrouvez quelquefois le security deposit, qui était par exemple, en général les gens demandent 1 mois de loyer, voyant que la personne est une personne à risque, elle est amenée à dire, écoutez, votre situation n'est pas catastrophique, mais pour être sûr que nous avons une petite réserve vous concernant, nous allons vous demander 2 mois de loyer au lieu d'un seul mois de loyer. Ça, c'est justement de la compétence de celui qui gère la propriété. Bien sûr, le property manager, qu'est-ce qu'il fait d'autre? C'est lui qui s'occupe des réparations. C'est lui qui s'occupe des plaintes. C'est lui qui s'occupe des inspections. Parce que vous voyez, quand vous êtes propriétaire de plus de 10 propriétés, ou bien 5 à 10, et tout, vous devez procéder à une inspection tous les 3 mois pour vous assurer justement que les appareils, ce que vous avez dans la maison, fonctionnent convenablement. Entre autres, les appareils ménagers, le système de plomberie, la climatisation, le chauffage. Si vous avez une cuisinière à gaz, assurez que bon, il n'y a pas de fuite de gaz. Le chauffe-eau, celui qui vous chauffe l'eau, s'il fonctionne convenablement et tout. Et il doit s'acquitter de la tâche justement de vérifier la maintenance de ces appareils. Parce que vous voyez, c'est toujours intéressant de maintenir et de prévoir une malfonction dans les équipements qui occupent justement vos biens immobiliers que d'attendre qu'ils tombent en panne avant de les faire arranger. Et bien sûr, une des responsabilités du property manager, c'est de s'occuper des évictions au cas où le locataire que vous avez ne paye pas le loyer convenablement. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, dans le district de Columbia, donc dans la capitale des États-Unis, à Washington, D.C., un property manager doit prendre des cours de property management et doit avoir une licence. Il doit avoir une licence de property manager. Ce n'est pas le cas au Maryland, ce n'est pas le cas en Virginie, c'est probablement pas le cas dans certains États, mais je ne sais pas, vous devez vous renseigner justement pour savoir quelles sont les lois dans vos États respectifs. Donc, il doit connaître le droit des locataires, concernant justement le droit des locataires. Il doit connaître les lois gouvernementales qui régissent l'État dans lequel il est en train de faire louer les propriétés. Ça, c'est requis, ça, c'est obligatoire. Et il doit savoir, si vous avez un service de concierge dans le bâtiment,
il doit superviser le concierge, il doit superviser le personnel qui est en charge de la maintenance de la propriété, et il doit veiller que les propriétés, parce qu'il arrive que bon, sur 10 condos que vous avez dans le bâtiment, il y en a certains qui ne trouvent pas de locataires directement. Et quand les condos sont inoccupés et choses et tout, ça invite justement les vandales à venir vandaliser les propriétés. Donc il doit s'assurer justement que la sécurité des propriétés qui ne sont pas occupées sont sauvegardées, parce que si cela n'est pas fait et s'il ne s'assure pas que les travaux de réparation, de maintenance sont à jour, il va retrouver, au fond, ça peut causer pas mal de problèmes et tout. Mais vous voyez, tout ça fait partie des fonctions du property manager. Bon, ça ne s'arrête pas à ça. Parce que pour les gens qui n'êtes pas sur place aux États-Unis, il y a une fonction supplémentaire qui s'arrange au property manager. Et vous voyez, le salaire, ce que vous payez au property manager, dépend de toutes ces différentes fonctions-là. Donc, il y a par exemple, il y a le budget. Le property manager doit être sûr de budgétiser c'est-à-dire toutes les dépenses, et il doit se faire un canevas justement de rentabilité. Bien sûr, c'est tout un établissement, c'est toute une comptabilité qu'il doit suivre. Il est en charge des dépôts bancaires, il est en charge de payer les frais des communautés associatives, c'est-à-dire les condo fees. Il est en charge de payer justement les réparations et la maintenance de l'immeuble. Il est en charge de déposer les cautions, c'est-à-dire les security deposits, dans un escrow, dans un compte justement avec intérêt. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et s'il veut s'organiser, il doit avoir au moins 3 comptes. Vous devez avoir au moins 3 comptes avec lesquels le gérant de propriété doit travailler. Il doit travailler avec le security deposit. Donc, il doit ouvrir un compte avec escrow, avec intérêt justement, dans lequel toutes les cautions, c'est-à-dire les gens, les locataires qui viennent louer, ceux qui sont reconnus comme crédibles, donc dont le crédit check a été satisfaisant, vous prenez le security deposit et il les dépose. Parce que vous savez, quand vous prenez le security deposit des gens qui louent les loyers, les choses et tout, quand vous devez les rendre aux gens, quand les gens ont loué chez vous après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous devez, au moment où les gens quittent vos loyers, vos bâtiments et repartent, et que vous devez leur rendre le security deposit, devinez quoi? Vous devez le leur rendre justement avec intérêt. Parce que le escrow dans lequel on dépose justement les cautions et les security deposits, ce sont des escrows avec interest. Donc, ce qui fait qu'après un certain moment donné, vous devez rendre cet argent avec un taux d'intérêt de 3 à 4% aux locataires que vous avez eu. Parce qu'il y a des gens qui se disent bon, on vous rend seulement l'argent et tout. Non, non, non. Après un certain nombre d'années, ils doivent vous rendre l'argent que vous avez payé comme caution avec intérêt. La chose, justement, c'est que bon, quand vous rendez l'argent et tout, l'argent est rendu, on ne la rend pas directement. C'est-à-dire que bon, le propriétaire, donc le gérant, le property manager, a 30 à 45 jours justement pour rembourser l'argent de la caution. Et cela pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que bon, si la personne qui habitait à l'intérieur, donc premièrement, elle n'a pas vandalisé la propriété, ça c'est une chose, parce que s'il y a des travaux de réfection, il y a eu des dégâts majeurs et que le propriétaire a dû payer, donc vous le propriétaire bien sûr, ou bien que le gérant de propriété a dû payer pour réarranger la place, il va la déduire justement de l'argent de la caution. Il y a autre chose, si par exemple il y avait une facture d'eau et d'électricité qui était sous le nom de la personne et que vous voulez justement prendre un autre locataire, vous devez vous assurer que les compagnies d'eau ou d'électricité ou bien de gaz ont eu le temps d'émettre leur final billing. Et le final billing en général, ça prend toujours une trentaine de jours. Donc, ils doivent s'assurer que bon, la balance est zéro, vous avez le final bill, que le locataire, celui qui habitait justement dans les bâtiments,
à payer, à régler sa facture et que tout est à zéro. C'est pour ça que le dernier security deposit est gardé pendant 30 ou 45 jours pour être sûr que, bon, au moment où vous rendez le security deposit au locataire que vous aviez, qui avait occupé vos bâtiments et choses et tout, qu'il n'y a aucune balance, il n'y a aucune dette, tout est en ordre et tout, et là vous le rendez et comme ça le dossier est clos. Parce que bon, il y a des gens qui se disent que bon, je viens de quitter votre maison et tout, je veux mon security deposit de retour et tout. Non. On doit vérifier, et c'est ce que justement le gérant de propriété fait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il doit être au courant des lois qui gèrent et qui légifèrent justement les locations immobilières. Il doit être au courant de tout cela, parce que s'il ne l'a pas, devinez quoi, vous allez tomber sur un magoul là qui va se dire que bon, je vais vous compliquer la vie, il vous colle un lawsuit, et bon, le property manager qui ne sait justement rien à part collecter l'argent comme il le faisait, comme il l'a fait, et le déposer dans le compte et tout, il ne saura pas justement sur quel pied danser. Alors que si quelqu'un vient et qui vous dit, bon écoutez, je viens de quitter vos bâtiments, je les ai quittés la semaine passée, je veux mon security deposit ou bien je porte plainte, ben justement le property manager doit être en mesure justement de sortir le document, de lui prouver justement, parce que je suis presque sûre qu'au moment où il a fait signer le contrat de bail, il y a certainement un chapitre ou un paragraphe où cela est mentionné. Et le security deposit normalement est rendu 30 ou 45 jours après que la personne ait quitté les lieux. Parce que à ce moment-là, on s'assure que bon, il n'y a plus d'arriéré, tout a été arrangé, ce qu'il fallait payer a été payé, et on le rend. Mais justement, la responsabilité du property manager ou bien du propriétaire est de rembourser l'argent avec un taux d'intérêt, parce que ce security deposit justement est un taux d'intérêt. La plupart des gens vous rendent de l'argent et vous disent bon voilà le security deposit, et encore ils vous le rendent même pas, ils commencent à trouver des pépins. Ah mais écoutez, telle lampe a été bousillée, le mur n'avait pas tel trou, tel n'avait telle chose, juste pour vous compliquer la vie et tout. Il faut que le gérant, donc celui qui gère vos propriétés, soit au courant et qui s'y connaisse. C'est-à-dire, on ne demande pas de connaître, d'avoir un PhD en immobilier, mais il doit au moins connaître ce qu'il y a de base et ce qu'il y a de pertinent, justement, qui est relative à la vie de tous les jours des locataires dans les propriétés et tout. En plus, justement, de s'occuper des contrats de bail et tout, le gérant de propriété doit payer vos impôts. Vous êtes en Belgique, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Australie, et vous avez votre propriété sur place. Qui fait tout cela? Qui va s'occuper des escrows? Le compte où il y a les escrows, vous déposez les security deposits. C'est votre gérant de propriété. Qui va payer les maintenances et les travaux de réparation s'il y a quelque chose dans la propriété? Ce qui est un compte à part, c'est votre gérant de propriété. Qui collecte l'argent mensuel justement des frais de location de vos locataires? C'est le gérant de propriété et tout. Qui s'occupe de évict? Est-ce qu'on dit évict en français? Oui, ils mettent à la porte. Pardon? Expulser. Merci, expulser. Je vous ai dit le français, quelquefois ça, mais de toute façon, vous savez ce que vous voulez dire. Donc, quand vous voulez mettre quelqu'un à la porte, donc expulser la personne et tout, c'est le travail du gérant de propriété qui doit le faire, mais qui doit le faire selon les normes, parce qu'il ne peut pas décider du jour au lendemain, dire que bon, je le mets à la porte. Non, il y a toute une démarche pour ça, et c'est pour ça qu'il doit être éduqué, il doit être instruit sur la chose justement de la location immobilière. Il doit donner la notice de 5 jours de retard, il doit donner il doit avoir les 10 jours d'observation. Bien sûr, il y a des pénalités qui viennent avec et tout, mais il faut donner tout cela. Après ça, justement, bon, il y a la note de menace d'éviction, et après ça, bon, vous portez la plainte et tout ce qui s'ensuit et tout. Mais vous voyez, le gérant de propriété doit avoir un compte, parce que vous voyez, quand vous portez plainte et que vous faites tout ça, ou bien quand le shérif doit venir pour mettre un locataire à la porte, ce sont des frais qui sont inclus, et tout ça sont inclus. C'est-à-dire que votre gérant de propriété est votre bras droit, c'est-à-dire que c'est la personne qui va faire tout ce que vous devez faire concernant l'immobilier. Elle payera les impôts, elle va maintenir, elle va chercher des locataires, elle va les mettre à la porte, elle va vérifier la crédibilité des locataires, c'est-à-dire qu'elle va superviser, elle va faire tout ce qui a trait justement à la propriété. Et en général, quels sont les frais justement, quel est le salaire d'un property manager? Bon, si vous avez un property manager dont la seule tâche
et de venir à la fin du mois, il frappe à la porte, il récupère les chèques et il vous les donne et il vous signale, bon, tel a payé, tel n'a pas payé et ça s'arrête à là, donc vous faites le reste et tout. Vous ne vous attendez quand même pas à ce que la personne vous dise, bon, écoutez, vous allez me payer un certain montant. En général, d'ailleurs, les salaires des property managers se déterminent par pourcentage. Donc, quelqu'un qui gère un immeuble, où il y a par exemple 10 propriétés, il y a 10 appartements dedans et tout, et qui doit faire toutes les tâches là que je viens d'énumérer. Et vous savez que c'est beaucoup de travail. Déjà pour un unit, c'est déjà pas mal de travail. À plus forte raison si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Le salaire va de 4 à 10%. En général. Et encore, ça c'est basé sur ce qu'il accepte de faire. Parce que bon, s'il vous dit, ah mais écoutez, si moi je ne m'occupe pas de mettre les locataires à la porte, ah, je ne vais pas faire le credit check, je ne vais pas faire telle ou telle chose, vous savez quoi, à ce moment-là, vous commencez à vos 4%. Mais en général, quand on dit 10%, c'est 10% d'un mois de loyer. Donc s'il faut le mois de loyer est de 1 500 $ pour un unit, son salaire est de 150 $. S'il gère 10 units, donc vous multipliez les 150, donc son salaire est de 1 500 $ par mois, en fonction justement du travail qu'il fait et tout. Bon, que quelqu'un vous dise que bon, il faut absolument que vous me payez 15, 10, 20%, écoutez, à moins que c'est quelqu'un qui vous construise un autre bâtiment et qui vous le donne gratuitement, je ne vois vraiment pas ce qu'il pourrait faire. Parce que le property manager primo, s'il habite, parce qu'il arrive justement que le property manager occupe une des propriétés dans le bâtiment et tout, et que vous vous arrangez, vous dites, bon, étant donné que je dois vous payer 1 500 $ et que le coût, par exemple, de la location d'un de mes units est à 1 500 $, vous pouvez vous arranger de façon à ce que, bon, il a son loyer gratuitement. Donc, au fond, ça, tout dépend des termes que vous allez faire les choses et tout. Mais sinon, le management est de 10%, 10 à 12 en général. Ça ne peut pas dépasser cela. Si quelqu'un vient et vous dit ah bon, je vous demande de payer 15, 17 ou 20% des choses et tout, non, parce qu'en énumérant justement les fonctions de ce qu'il doit faire, vous le faites. Et ça, justement, pour les gens qui ne sont pas sur place ou bien pour les gens qui ne sont pas de très bons gestionnaires, vous avez justement l'information qu'il faut faire. Et n'oubliez pas, quand vous êtes en train de gérer quelque chose de comme ça, ayez 3 comptes. Donc, il y a le compte où il y a les cautions, donc un escrow avec intérêt, donc vous l'ouvrez justement, et c'est là où vous déposez les security deposits des gens. Et vous ne les touchez pas, parce que c'est là justement pour justement build interest on it. Et quand la personne déménage de vos bâtiments, vous devez être en mesure de pouvoir trouver cet argent-là et de lui rendre. Donc l'argent est là, il ne touche pas. Parce que si vous avez 4 personnes qui décident de déménager, qui déménagent en même temps, vous devez être en mesure, justement, vous avez leur argent en escroc. Ce n'est pas de l'argent que vous utilisez dans la maintenance du bâtiment, ou bien ce n'est pas l'argent que vous utilisez dans les trucs de tous les jours. C'est un budget qui est fait, que vous avez établi de façon annuelle. Et au fur et à mesure que les gens viennent, ils louent vos bâtiments, il dépose cet argent-là, et cet argent-là doit être là. Ce n'est pas de l'argent que vous utilisez pour les travaux de tous les jours. Donc, si vous êtes un mauvais gestionnaire, et que vous savez que vous pouvez, you can afford to pay a property manager, en tout cas, faites-le, parce qu'au moins là, vous avez ce qu'on appelle le peace of mind. Donc, vous avez de la paix et toutes les choses se passeront comme il faut. Mais vous devez trouver, il y a le peace of mind à condition que, bon, le gérant de propriété, le property manager, soit compétent. Parce que s'il n'est pas compétent, vous tombez sur un idiot là qui va venir vous dire, j'ai écouté, ah, je n'ai pas vu parce que, bon, j'ai dû faire... N'allez même pas par là. Donc, assurez-vous qu'il sache tenir sa comptabilité, qui sachent tenir ces rapports de maintenance, qui savent qu'ils savent justement faire la différence. Donc, il sait vous déposer
ce que vous faites comme gain, il paye vos impôts, il paye les coûts des communautés associatives et que tout se passe. Si cela, il est incapable de le faire et tout, et bien que s'il vient et que vous dites que bon, il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit, laissez tomber et tout. Mais si vous en avez un bon gérant de propriété, il y a bien sûr, quand vous en engagez un, vous devez établir un contrat avec lui. Donc, la même façon dont vous établissez un contrat de bail avec un locataire, vous devez le faire avec votre gérant de propriété, votre property manager. Vous devez discuter avant de l'engager les services qu'il va vous rendre, et je vous les ai énumérés. Il doit vous déterminer, vous devez vous entendre justement sur le salaire, donc ses fees, ce que lui, il compte avoir, ce qu'il compte recevoir de vous en accomplissant justement le service qu'il va vous rendre. Vous devez déterminer ses responsabilités, parce que vous ne pouvez pas vous aventurer, parce que si quelque chose arrive, vous voyez quelqu'un qui glisse dans vos bâtiments et choses et tout, tout ça revient au property manager. Il n'est pas responsable de ça, mais il doit pouvoir superviser tout cela en votre absence. Donc, il y a cela. Et vous devez vous assurer que votre gérant de propriété n'est pas quelqu'un qui est raciste ou bien qui a des problèmes de choses et tout. Il doit toujours avoir d'ailleurs dans son bureau ou bien dans le bureau de location et tout, le signe qui met Equal Housing Opportunity. C'est obligatoire. Le Housing and Urban Development vous oblige à avoir cela. Si vous n'avez pas le Equal Housing, le logo là, les choses et tout, qui atteste que vous acceptez les gens de tous les backgrounds, de toutes les races, de toutes les classes sociales, vous pouvez avoir un problème justement avec la loi pour cela et tout. Vous devez déterminer la durée de son contrat, parce que vous ne pouvez pas dire que bon, il est là pour 1 mois ou 2 mois. Non, il faut un suivi dans ce genre de travail. Vous vous rendez compte que bon, s'il doit faire tout le travail, tous les points que j'ai énumérés, il faut bien qu'il y ait un suivi d'une année à l'autre, à celle qui suit. Donc, vous établissez la durée de son contrat. Vous déterminez les liabilities, donc les responsabilités, en cas d'accident. C'est-à-dire que bon, il n'est pas responsable de ce qui peut arriver de fâcheux dans la propriété et tout, mais s'il y a des contractors qui viennent et qui travaillent ou bien qui sont là, qui sont responsables de la maintenance et tout, et qui ne font pas leur travail comme il faut et tout, il est de sa responsabilité justement de le reporter parce que, en fin de compte, si un accident arrive sur votre propriété, ce ne sera pas le gérant qui aura le problème, ce sera vous le propriétaire qui sera responsable de tout cela. Donc vous devez déterminer vos liabilities en matière d'assurance pour la propriété et tout. Et bien sûr, en établissant un contrat avec votre property manager, devinez ce que vous devez faire d'autre. Il y a le contrat, vous devez aussi déterminer la clause de la fin, c'est-à-dire le termination clause. Si le property manager décide de quitter son emploi et tout, il doit vous donner ce qu'on appelle ça, un préavis. Voilà, ça a failli ne pas venir. Un préavis qui va de 30 à 90 jours. Mais pour faire les choses bien, 60 jours. Donc 30 c'est trop peu, 90 c'est trop long, 60 jours. Parce que vous devez pouvoir avoir le temps d'interviewer un autre property manager qui a des compétences comme il faut. En général, ça ne pose pas trop de problèmes quand le property management est une personne morale. Quand c'est une compagnie qui ne fait que cela et qui gère tout cela, en général, le problème ne se pose pas tellement parce que bon, la remise est reprise, les avocats s'occupent du côté légal de la transaction et de la transaction, alors que quand il s'agit d'une personne physique, et vous savez encore la différence, non? Une personne physique, donc en chair et en os avec 2 pieds qui circulent dans la rue, là, comme vous et moi. Là, vous devez interviewer, vous devez vérifier le background, vous devez vérifier que la personne a déjà fait ses preuves ailleurs, soit vous devez faire un background check et un credit check sur la personne pour le faire et tout. Donc, vous avez besoin d'un termination clause avec le property manager. Bien sûr, vous êtes à l'étranger, renseignez. Si vous avez
des propriétés sur place, ici aux États-Unis, et que vous comptez, ou bien que vous comptez en acquérir, et qui sont plusieurs et tout, avant de prendre ces démarches-là, parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être résident, vous n'avez pas besoin d'habiter aux États-Unis, mais vous avez le droit, vous bénéficiez de tous les droits et de toute la protection légale concernant l'habitat, si vous êtes propriétaire ici, et que vous devez faire louer vos biens, vous devez vous assurer justement de ce dont je viens vous parler justement pour le property management. Parce que si vous n'avez pas ça, si vous vous dites que bon, j'allais dire quelque chose, non, je vais le dire quand même. C'est un investissement que vous faites. Il y a des gens qui ont de la chance d'avoir des bons membres de famille qui peuvent justement gérer la chose convenablement, mais comme vous savez que ça n'existe pratiquement presque pas, parce qu'ils vont vous faire... il est bon que vous preniez quelqu'un que vous payez et qu'il le fasse justement convenablement. Et vous prenez quelqu'un qui est compétent, qui peut le faire, qui le fasse convenablement. Donc justement, quand vous, là où vous êtes chez vous, vous avez la paix dans l'âme, parce que vous allez prendre, si vous n'êtes pas sûr de la maintenance de vos propriétés, vous ne savez pas comment elles sont gérées, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas les impôts, vous ne savez pas comment les différents frais associés justement à votre immeuble sont gérés, vous aurez un problème là. Donc c'est quelque chose en général de très important. En Europe, je ne sais pas, le concept de concierge, je ne sais pas exactement à quoi se limitent les tâches du concierge et tout, mais bon, là je vous ai énuméré plus ou moins ce qu'on attend de quelqu'un qui gère une propriété sur le territoire des États-Unis. Les compétences, comme je vous l'ai dit, les compétences du property manager peuvent, ce qui est requis pour la compétence du property manager peut varier d'un État à l'autre, mais les tâches, les fonctions qu'elles doivent exécuter, les choses et tout, sont les mêmes dans tous les 50 États des États-Unis. Donc là, nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. Vous avez des questions ou vous avez des commentaires à faire, en tout cas, be free to ask. Il n'y a absolument pas de problème et tout. Je serai contente de vous retrouver la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et bien sûr, j'oublie chaque fois de le faire. Remercions. Je vais me reprendre, hein, parce que là, ma pensée a été un peu plus vite. Nous remercions 5 sur 5 médias de nous avoir chaque semaine ici et pour nous permettre justement de nous informer, c'est-à-dire vous vous informez et je m'informe aussi en même temps parce que vous savez, chaque fois que je dois faire une émission, je dois lire un peu plus et nous remercions justement 5 sur 5 médias de cette opportunité. Donc je vous remercie tous et à la semaine prochaine. Au revoir.